Bonsoir Emmanuel Fansten. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service police-justice de Libération et vous venez de publier cette enquête très fouillée qui s'intitule « Trafic d'État ». C'est aux éditions Robert Laffont. Vous nous plongez dans les méandres de la lutte anti-drogue qui jette le trouble sur les méthodes de policiers français. Trafic d'État, c'est quand même un titre coup de poing. Du coup, on va aller droit au but. Ce que vous nous révélez, c'est quand même que l'État français a lui-même participé en quelque sorte à des trafics de drogue. C'est quand même hallucinant quand on se dit ça. Ouais, disons, à favoriser l'importation de quantités massives de drogue sur le territoire. Je parle de trafic d'État parce que le trafic que je décris dans le livre n'est pas le fait d'un policier tout seul dans son coin, mais bien le fruit d'une stratégie théorisée, institutionnalisée en haut lieu et qui était parfaitement connue d'un certain nombre de hiérarques policiers. Et donc, effectivement, c'est un trafic d'État, car il a été favorisé par des membres très haut placés au sein de l'État. Vous dites que c'est tout un système, toute une hiérarchie qui était au courant. Oui, tout à fait. Point de départ de votre enquête, c'est le 18 octobre 2015. Une saisie record a lieu à Paris. On est dans le 16e arrondissement. 7 tonnes de cannabis. Et lors de ce coup de filet, un homme est interpellé. Il s'appelle Sofiane Ambli. Vous dites que c'est un séisme dans la lutte anti-drogue. Pourquoi? Qui est cet homme? Alors déjà, cet homme, il n'est pas interpellé. Il sera interpellé plusieurs mois plus tard. Il part en cavale juste après cette saisie. Ça reste néanmoins un séisme au sein de la lutte anti-drogue, puisque le parquet de Paris, qui est directement saisi, puisque ça s'est passé en plein Paris, cette saisie record, va s'apercevoir que le propriétaire de la drogue n'est autre que ce trafiquant dont vous venez de parler, Sofiane Ambli. Ce trafiquant est à la fois un des plus gros trafiquants européens, mais aussi le principal informateur du patron de l'Office des stupes, François Thierry, qu'il a lui-même recruté quelques années plus tôt en Espagne et qui en a fait le principal tonton, comme on dit vulgairement dans le secteur, le principal indique de son service, et qui pendant des années va non seulement fournir des informations capitales à ses officiers traitants, mais va aussi importer lui-même de la drogue pour remonter des filières. C'est un peu toute la stratégie myrmidon que je décris dans le livre. Avant de revenir justement à ce nom de code et à cette stratégie, pourquoi un séisme si c'est finalement ce que vous nous décrivez, c'est un indique? Un indique, il est censé continuer un peu son business, pour le dire de manière familière, et en même temps donner des indications aux policiers. Tout à fait. Un indique, par nature, est censé transmettre des informations. Le problème, en l'occurrence, c'est qu'il ne se contente pas de donner des informations, mais qu'il va jouer un rôle actif dans le trafic, et ça c'est rigoureusement interdit. Ça s'appelle éventuellement de la provocation policière. En tout cas, les indiques sont là pour donner des informations et pas eux-mêmes, si vous voulez, trafiquer. En tout cas, trafiquer, mais pas directement pour le compte de ces officiers traitants. Comment un aussi gros trafiquant, puisque vous dites que c'est une très grande figure du milieu, s'est retrouvé à avoir un rôle aussi important dans la police française? C'est déjà un trafiquant on va dire ancien, qui a fait ses armes dans l'est de la France. Il vient de Mulhouse et il a grossi. C'était vraiment un très gros trafiquant avant d'être recruté en 2009 par le patron des stupes. Comment il est recruté? À l'époque, il est interpellé, il est incarcéré en Espagne. Et comme souvent, c'est au moment d'une incarcération qu'on est tamponné, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est recruté et la personne qui vous recrute va vous proposer, en l'occurrence, une remise de peine. Et comment ça se passe? C'est au parloir, où on le repère, ou alors c'est dans la cour de la prison? Alors non, c'est pas encore dans la cour de la prison. Là, c'était une sorte de parloir discret qui avait été organisé, on va dire, par des gens sur place, puisque ce Sofiane Ambli avait été repéré par un policier que j'ai rencontré dans le livre, qui avait participé à son interpellation en Espagne, qui a fait remonter l'information à Paris. C'est une information capitale qui a intéressé, en l'occurrence, le patron de l'Office des stupes, qui s'est dit c'est le bon moment de l'accrocher, ça fait des années qu'on le cherche, il est en Espagne, il doit faire 18 ans de prison, on va le sortir au bout de 4 ans et ça va devenir notre principal informateur. Et il mort à l'hameçon. Il est mort à l'hameçon, il n'est pas mort, mais il est mort à l'hameçon. Alors, en enquêtant, vous apercevez justement que cet informateur est un élément clé de voûte de tout ce système opaque, secret que vous décrivez. Ce que les policiers appellent, et ce que vous avez appelé la stratégie Myrmidon. Qu'est-ce que c'est la stratégie Myrmidon? Donc, c'est un nom de code. Qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit alors, c'est une stratégie qui a été mise en place juste après le recrutement de cet informateur, qui est effectivement un recrutement très important. Et c'est une stratégie qui va consister à s'appuyer sur cet informateur, mais aussi sur une technique qu'on appelle les livraisons surveillées, qui est en fait une technique de police légale, qui permet, sous le contrôle d'un magistrat, de laisser passer de la drogue pour la suivre, éventuellement retarder les interpellations et démanteler des filières.
Jusque-là, tout est normal. Tout est légal. Sauf que les policiers vont s'affranchir totalement du cadre en vigueur à l'époque, puisqu'une livraison surveillée, comme je viens de le dire, nécessite l'accord d'un magistrat. Là, en l'occurrence, il faut s'en affranchir totalement. Ils vont faire des livraisons surveillées grâce à leur informateur, à qui ils vont, grosso modo, ouvrir les frontières. Il va faire passer, lui, des tonnes et des tonnes. Et sur ces tonnes et ces tonnes, certaines, une petite partie, vont être saisies à la remontée. Officiellement, c'est pour cartographier les réseaux, faire du renseignement. Mais la conséquence directe, c'est que l'État, qui assure aussi un soutien logistique, notamment en ouvrant les frontières à son informateur, va directement participer à l'importation de ces tonnes de cannabis en France. Ces tonnes de cannabis qui ne sont donc, vous le dites, pas toutes saisies, c'est décidé comme tel. Mais alors, où va cette drogue? Justement, c'est un des scandales que je dénonce dans le livre, c'est que cette drogue, elle s'éparpille un peu partout et elle va inonder les cités où elle va à nouveau alimenter des réseaux, voire provoquer des règlements de compte. Ce qui m'a frappé, puisque plusieurs personnes, y compris François Thierry dans le livre, vont assumer. François Thierry, qui est le patron de l'Office de répression des stupéfiants. Tout à fait. Et qui, à l'époque, a des supérieurs au-dessus de lui, qui sont parfaitement au courant de cette stratégie, et qui vont assumer de perdre des quantités au motif justement que la drogue, explique-t-il, rentre quoi qu'il arrive. Donc au fond, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, cette drogue rentre. Eux nient avoir fait rentrer cette drogue. En réalité, ils l'ont évidemment favorisée. Le problème du deal, c'est que si Ambly faisait rentrer 10 tonnes, il fallait ne pas en saisir du tout, ou en tout cas très peu, pour qu'il continue à être crédible et continue à rencarder les policiers. Et vous décrivez d'ailleurs des policiers qui prennent part carrément à la logistique, quasiment comme des trafiquants. Ils sont là au moment de la réception des drogues, etc. C'est une des révélations du livre, puisqu'il y a un de ces policiers qui était officier de liaison, donc en poste, policier français en poste en Espagne, qui est aujourd'hui mis en examen pour complicité de trafic international de stupéfiants, qui a été entendu dans le cadre de l'enquête et qui explique effectivement très clairement quel rôle il jouait, notamment de tampon avec les trafiquants au téléphone. Et on découvre également que lors de cette opération, qui s'est déroulée sur la Costa del Sol, tout en bas... Dans une immense villa, on est dans le grand luxe, avec un appartement à côté. Il se trouve que et la villa de luxe, et l'appartement, et le téléphone qui sert à communiquer avec les trafiquants, tout ça a été fourni aux policiers par leur informateur, Sofiane Ambly, pour vous dire le rôle clé, éminemment important, qui joue dans cette stratégie. Et la frontière très, très ténue et poreuse entre les trafiquants et la police. C'est des ripoux, finalement Alors, des ripoux, le terme est fort, et le ripou, il y a toujours l'idée qu'il y a eu un enrichissement personnel. Est-ce qu'ils s'enrichissent ? Alors, en tout cas, moi, j'en ai pas la preuve, et je ne l'ai jamais écrit. À nouveau, François Thierry n'a a priori pas touché d'argent. Ça n'empêche pas lui aussi d'être mis en examen, notamment pour association de malfaiteurs et complicité de trafic de stupes. Il est passible de la cour d'assises, c'est des faits qui sont extrêmement graves. En tout cas, on a compris que l'objectif, c'est de continuer à développer cette politique de lutte antidrogue avec des effets quand même particuliers. Est-ce qu'en laissant passer ces quantités astronomiques de drogue, le jeu en vaut la chandelle ? Personnellement, je ne le crois pas. Alors, c'est peut-être pas l'avis des policiers. J'explique qu'effectivement, c'est aussi lié à ce qu'on appelle la politique du chiffre, qui effectivement consiste à considérer que saisir 5 tonnes, 10 tonnes, 15 tonnes, c'est une grande victoire contre les trafics. En l'occurrence, ces tonnes rentrent de toute façon, et c'est effectivement assez paradoxal de voir des ministres défiler devant des saisies mirobolantes, alors qu'elles ont été en partie importées par leurs services. En 2 mots, est-ce que depuis votre enquête, les méthodes ont changé ? Alors en tout cas, l'office, l'OCTRIS, comme on l'appelait, tel qu'il existait à l'époque, l'office de répression contre le trafic international de stupéfiants, a disparu, a été dissous d'une certaine manière pour donner naissance à ce qu'on appelle l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, un toilettage en tout cas de nom. La base reste la même. Il y a eu des modifications, il y a un magistrat désormais qui appartient à cette structure, mais la politique du chiffre reste quand même... Reste toujours la même. Reste toujours la même, malheureusement. Prochaine révélation peut-être alors. Merci Emmanuel Fanston. Je rappelle le titre de votre livre, Trafic d'État. Voilà, c'est chez Robert Laffont. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.